rassembleur, Guy, puis c'était... on se sentait bien au CTM quand t'étais là. Ça, c'est vous autres qui pouvez le dire. Il y avait quelque chose, je dirais que les gens t'ont fait confiance parce qu'ils t'ont pas élu juste une fois. Si t'avais trouvé que t'avais fait la job, probablement. En fait, t'étais en élection à chaque fois. Au début, c'était à tous les ans, ça, c'était aux 2 ans. Oui. Mais c'est sûr que c'était... puis c'était un poste rémunéré. C'est sûr que c'était pas au même niveau que le permanent d'un syndicat. C'était pas même au niveau des permanents de la FTQ, mais moi, j'étais à l'équivalent de mon salaire à la ville. Donc, j'avais aussi un petit compte de dépenses. Donc, ça faisait mon affaire. Mais c'était surtout que j'aimais plus ça que d'être à l'usine. Je m'en cache pas, là. Mais en même temps, ça me faisait rien de passer 60 heures au bureau, dans l'Assemblée. De rentrer le matin à 9h, puis de rentrer chez nous après ça à 10h, 11h, minuit. Parce que quand on avait une Assemblée générale, c'était pas mal plus tard que ça, des fois, parce qu'on allait souper à 10h après l'Assemblée. Fait que ça arrivait des fois qu'on se couchait plus tôt tard. Puis le lendemain matin, on retournait, puis on était content parce qu'on avait jasé avec du monde, parce qu'on avait eu des contacts avec les militants. Les militants étaient venus nous parler de ce qu'ils vivaient chez eux. Puis en même temps, on a pu faire avancer des choses. On était aussi à l'écoute. Moi, je pense que les conseils, ça a la fonction d'être, et je vais parler en éducation, complémentaire à la formation qui se fait dans les syndicats. Dans le fond, le programme de formation dans le conseil, c'est exactement le même que dans chacun de vos syndicats. La seule différence, c'est que dans vos syndicats, vous êtes tous du monde pareil. Quand vous allez suivre une formation au conseil, vous êtes avec du monde de différents secteurs. Ça change un petit peu la dynamique. Des fois, c'est plus difficile, mais des fois aussi, c'est plus facilitant, parce que là, on est capable de sortir des exemples toujours les mêmes. Donc, on est en complémentarité. Ça a permis à des petits syndicats, et là, il y a quelqu'un du CEP ici, là. Vous êtes 2? Okay. Quand vous êtes arrivé à la FTQ, dans nos cours de formation au conseil, parce que vous étiez tous, René Roy, tout l'ensemble des dirigeants, je pense, des premiers sont passés, ils ont envoyé tout le monde suivre des cours au Conseil de travail de Montréal. On a eu tous les présidents des sections locales, 84, 83, 81, 82, puis de la grande région de Montréal, sont passés par le Conseil. C'était la seule place où ils étaient capables d'avoir de la formation avant de devenir constituer un syndicat, puis se donner les moyens de développer après ça leur propre... Mais c'est des gens. Moi, je me souviens, un des présidents du 301, il est venu à tous les cours qu'on donnait, mais avant de se faire élire. Ça a été sa façon à lui de venir chercher l'expérience, de venir chercher de la formation, au lieu de la... Parce que au 301, c'était les délégués, puis c'était plus fermé. Lui, il est venu suivre l'ensemble. Il s'est inscrit à tous les cours. À un moment donné, on a dit, il veut. On a compris. Le printemps d'après, il s'est présenté contre le président, il a gagné. Il a été chercher des moyens, il a pris de l'assurance, dans le fond, puis il l'a fait par le conseil. C'était menaçant, ça, Guy. Il y en a qui ont dit ça. Alors, donc, au conseil, c'est complémentaire. Donc, au niveau de entre autres, au niveau de la formation, c'est complémentaire et ça a le rôle aussi d'expérimenter des affaires. Au début des années 80, on en avait parlé ce matin, crise économique. Des gens en chômage, des gens mal pris. Et là, des syndicats venaient voir, puis là, c'était un petit peu avant que j'arrive, ils sont venus voir André Messier, puis Normand Guimond, qui était permanent de la FTQ dans la région de Montréal, pour dire, êtes-vous capable d'aider, nous autres, notre monde, ils sont à la dépression, ils ont de la misère, puis nos syndicats, on n'est pas équipés pour donner du support, là, ils sont pas là. Puis, alors, on a les gens du André Messier puis Normand Guimond ont été à un congrès du CTC.
Puis c'est là qu'on voit les liens, des fois c'est intéressant. Et au CTC, comme à la FTQ, les conseils parlent entre eux, comme les sections locales puis les syndicats parlent entre eux. Les conseils, ils ont rencontré des gens de Toronto, et il y avait un programme à Toronto qui avait été négocié avec Centraide de Toronto pour la mise en place un programme de délégué social. Alors, Messier puis Dumont disent, on va aller voir ça. Ils ont été au conseil, puis ils ont été rencontrer les gens de Centraide, ils ont été rencontrer les gens du programme de délégués sociaux à Toronto, ils sont venus à Montréal. Et là, on a regardé. Mais là, on avait un problème à Montréal. Parce qu'au début des années 80, Centraide, c'était identifié par les syndicats de la fonction publique comme étant quelque chose qui développait des... comment est-ce qu'on les appelait? Des bénévoleurs. Parce que les bénévoles, ça valait des jobs. On ne pouvait pas donner, s'en aller avec Centraide qui finançait des organismes communautaires. Puis, ces organismes communautaires-là faisaient faire la job par des bénévoles. Et là, même que les campagnes Centraide, on a vu comme on avait de la misère à tous les ans. Alors, pour contrer ça, en 81, on a passé une résolution en appui à Centraide, mais à une condition, c'est qu'on s'implique dans Centraide. Si on veut, puis parce qu'il y a du monde qui disait, oui, c'est important, il y a quand même du monde qui donne des services, ces gens-là. Il y a des travailleurs aussi là-dedans. La Croix-Rouge, en ce temps-là, était, entre autres, financée. Il y a des jobs qui dépendent du financement de Centraide. C'est pas juste des bénévoleurs, là. Il y a du monde qui sont là. Puis, bien, c'est vrai que dans ces organisations-là, ça prend aussi des bénévoles quand tu fais la collecte de sang. Quand tu fais d'autres affaires, il y a du monde qui c'est plus que juste ton monde que tu as besoin. Comme dans nos syndicats, il y a des permanents, mais il y a un paquet de militants qui font un job quand il faut la faire. Dans le fond, on n'est pas à ce niveau-là, on pourrait dire ça prend juste du monde payé. Hein. Il y a bien du monde qui font de la job. Les délégués syndicaux, là, dans chacun de leurs shops, sont bénévoles à certains égards. Même si on leur donne une rétribution pour ce qu'ils font. Ils font une job. Alors, on a essayé là, de contrer ça. Et on a dit en même temps, si c'est notre argent qui s'en va là, si c'est pour servir à soulager la misère humaine, dans nos rangs, puis chez les travailleurs, il y a aussi de la misère humaine qui n'est pas toujours prise en compte par la convention collective. Comment? Qu'est-ce? Parce que la plupart des conventions collectives, dans ce temps-là, il n'y avait rien pour aider ceux qui souffraient d'alcoolisme, de dépression, de n'importe quoi qui, dans le fond, que tu avais un problème sur les bras, puis tu te dis, ben oui, mais la convention. Et là, en même temps, les boss ont commencé à vouloir mettre sur le pied des programmes d'aide aux employés. Ça s'est tout fait à peu près en même temps au début des années 80. Alors, on a été voir Centraide, après avoir discuté au CTM. On a été voir Centraide, puis on a négocié. Et on a créé le premier programme, en fait, la mise en place par l'embauche d'un permanent, payé par Centraide, travaillant dans nos bureaux pour le programme de délégué social. Et le premier qui a été embauché, c'est Jean Sylvestre, que vous allez voir bientôt, je pense, qui travaille au fond. Maintenant, et c'est avec lui. Et ça a été pour moi aussi une expérience. De travailler avec Jean. Ceux qui ont travaillé avec Jean, c'est un gars coloré, plein d'énergie, convaincu. C'est vraiment le militant dans sa pureté. Surtout à cette époque-là, il n'y avait pas beaucoup de compromis. Et là, on a commencé à regarder. Non, mais par rapport à ses idéaux, puis tout ça, là, il était assez pur et dur. Il savait être convaincant. Il sait être convaincant, et c'était surtout un gars qui a pris à cœur la job qu'il avait à faire. Et là, on a commencé à regarder, mais là, des délégués sociaux, tu formes ça comment? Puis c'est quoi qui est le mieux pour nous autres? Et là, on a essayé on a contacté dans le monde des services sociaux, par l'aide de Centraide, des experts. Donc, on a été pendant à peu près une saison. Jean et moi, on rencontrait tous les jeudis un psychiatre qui travaillait à Douglas
pour nous dire comment on agit. C'est bien beau, là, on veut aider le monde qui font des dépressions, qui sont en burn-out. Y a-t-il des moyens qu'on peut se donner, nous autres travailleurs, pour... Et là, on a commencé à regarder tous les groupes d'entraide, le support, comment... Et là, on a pendant... Ça a duré presque un an, à bâtir, de se donner une idée de qu'est-ce qu'on voulait comme... Et comment on était capable, par nos méthodes de formation, comment former du monde pour être capable d'intervenir, supporter le monde. Il fallait s'assurer de la confidentialité. Il fallait s'assurer que ça soit anonyme. Et là, un des avantages, puis une des choses qu'on cherchait, c'est qu'on se disait, quelqu'un qui a un problème, il n'ira pas voir le représentant du boss pour lui expliquer son problème. Mais si c'est quelqu'un qu'on a identifié, puis que le syndicat a identifié pour dire, si vous avez des problèmes, monsieur ou madame, allez les voir, ils peuvent vous aider. Ils ne vont pas solutionner vos problèmes, mais ils vont être capables de vous guider pour être capables de solutionner vos problèmes. Dans le fond, on n'est pas médecin, on n'est pas psychiatre, on n'est rien. Et donc, ça a été une époque où vraiment, là, on a comme bâti, c'était un outil, et la FTQ, en parallèle, quand nous, on a eu comme déblayé, on a commencé à former des gens. La FTQ a mis sur pied un comité d'alcoolistes toxicomanie. C'est à peu près dans les mêmes périodes. Et là, avec le comité d'alcoolistes toxicomanie, avec Jean, il y a une deuxième personne qui est embauchée à Montréal, par Centraide, toujours dans le programme. En fait, c'est un programme qui est financé à peu près complètement. À moins que ça ait changé dans les derniers temps, mais au début, là, c'était 100% payé par Centraide. Et là, on a commencé à développer, et là, la FTQ, avec ses professionnels de la formation. Et là, Jean est parti du conseil, il était travaillé à la FTQ pour, justement, développer le programme à travers le Québec. Et c'est là qu'à travers le Québec, il a commencé, dans chacun des conseils, à avoir, puis dans les syndicats, à se développer ce programme-là. Donc, dans le fond, ça a été un lieu d'expérimentation. Il y avait, puis j'ai été chanceux, j'étais dans une période assez charnière. 82, récession au Québec, fermeture d'usine. Là, ça va mal. Je me souviens, dans le sud-ouest de Montréal, les usines, en fait, eux autres avaient eu une première crise en 60. Et là, en 80, c'était quasiment les dernières entreprises industrielles, là, ça fermait. Puis dans l'est de Montréal, toute l'industrie lourde est en train de tomber. Steel Wheel, Steel Foundry, la Vickers. Tous des gros syndicats qui étaient, dans le fond, en lien avec le chemin de fer, en lien avec les usines de guerre. C'était de la métallurgie. Il y avait aussi, à ce temps-là, qui fermait, c'était les raffineries. Les raffineries SO fermées, en tout cas, il y en a une couple qui ont fermé. Et là, on se disait, et là, la FTQ met son programme, son fonds de solidarité, qui peut aider financièrement. Les métallos, puis d'autres syndicats dans l'Est, à un moment donné, ils viennent, nous parlent de ce qui se passe dans leurs usines, puis tout ça, fait qu'on s'assoit avec eux autres. Et là, il y a un comité de survie de l'emploi. Là, ça nous prend quelque chose pour essayer de trouver des façons pour pas que le monde qui perd de job s'en aille. Alors là, on a essayé de négocier avec le fédéral, avec le gouvernement du Québec, des mesures sur le chômage, sur les programmes de pré-retraite, puis tout ça. Mais en même temps, il fallait aussi aller vers d'autres solutions. C'est quoi, et à un moment donné, dans l'Est de Montréal, c'est quoi la solution de l'emploi, là? Combien est-ce qu'il nous reste d'emplois? Pas juste de syndiqués, là. Quand ils se perdent des jobs dans le monde syndical, puis qu'on ferme des usines, il y a des jobs qui se perdent aussi ailleurs. Parce que c'est une roue. De la même façon que d'implanter une usine, ça a des conséquences sur l'emploi parce qu'on va en créer ailleurs. De la même façon, quand on en perd. Alors là, avec le CTM, on a, puis d'autres, donc on s'est allié au syndicat
Et là, il a été mis sur pied deux comités, un dans l'Est puis un dans le Sud-Ouest, qu'on a appelé, un c'était le comité de relance de l'économie et de l'emploi de l'Est de Montréal, puis l'autre, c'est le comité de relance de l'emploi et de l'économie du Sud-Ouest de Montréal. Et là, on a essayé, avec les argents, et là, c'est les gouvernements qui ont financé ces comités-là. Il y a du monde qui a été embauché pour Emploi Québec, entre autres, pour faire le portrait de c'était quoi la situation de l'emploi, c'était quoi la situation de l'économie, en même temps, faire les constats, puis comment on est capable d'intervenir, qu'est-ce que ça prend. À Montréal, il se développait les premières corporations de développement économique communautaire, dans l'Est et dans le Sud-Ouest. Eux autres aussi, les groupes communautaires, entre autres, au niveau des YMCA, avaient développé des programmes pour justement, parce qu'il se passait quelque chose, puis il fallait essayer de trouver comment on pouvait faire travailler le monde local. Et donc, on s'est allié avec eux autres. C'est devenu un des facteurs importants de développement. Alors, il y a eu dans l'Est, dans le Sud-Ouest, la création. Il y avait un petit organisme en Pointe-Saint-Charles. C'était un organisme qui est devenu plus gros, qui a changé son territoire. C'est devenu le réseau. Et ce réseau-là, donc, lui, travaille principalement à développer puis à avoir des façons de continuer à développer de l'emploi. Est-ce que vous connaissez ça, le réseau, à Montréal? Les gens? Non? Je pense que le réseau n'est pas si connu. En fait, c'est une corporation de développement économique communautaire. C'est le réseau, je ne me souviens même pas ce que ça veut dire exactement. Je sais que ça fait du Sud-Ouest. Oui, regroupement économique du Sud-Ouest. Oui, c'est ça, regroupement économique du Sud-Ouest. C'est travailler avec les chômeurs, mais aussi, c'est une table de concertation. Et là, on va revenir tantôt. On est dessus encore, hein? Gilles Paquette. Oui, c'est Gilles Paquette qui est président du réseau. Et là, en 82, parce qu'on en a parlé, vous en avez parlé ce matin, c'est aussi l'époque, avec le PQ, avec les politiques social-démocrates, qui mettent de l'avant la concertation. Et à Québec, il y avait du monde qui travaillait à mettre sur pied des comités de concertation pour voir si c'est possible de faire d'autres choses que la confrontation tout le temps, au lieu de développer de l'économie en partenariat avec tout le monde. Et c'est sûr que ça l'a entaché, puis ça l'a fait... Au CTM, je dois l'avouer, au début, la concertation, on n'était pas chaud. On avait l'impression qu'on était pour aller vendre notre art. Jusqu'au jour où on a, entre autres, sur les deux comités que je vous parlais, on a réalisé qu'il y a des choses qui se sont faites. Puis on a acquis auprès des chambres de commerce, à certains égards, une notoriété qu'on était capable de parler de développement, qu'on était responsable aussi des choix. La négociation d'entreprise, c'est une chose. Mais quand tu parles de développer sur ton territoire, tu as de l'expérience, tu as des travailleurs qui ont de l'expérience, qui sont capables de dire qu'est-ce qui serait bon, qu'est-ce qu'on pourrait faire. Donc, il faut voir à quel niveau on parle de concertation. Alors, il y a eu ça. Et là, une fois que ces programmes-là ont été mis sur pied, puis il y a eu les conclusions, puis tout ça, au CTM, on a dit, mais là, ça va faire. On a eu des fermetures d'usines, là, à pas jeter. Comment ça se fait que nous autres, dans nos syndicats, on ne voit jamais venir ça? C'est toujours la fatalité. L'usine décide, les boss décident de fermer, puis nous autres, les syndicats, puis les travailleurs dans l'usine, on n'a jamais vu ça. Alors là, dans nos rencontres avec le communautaire, on a appris qu'à Chicago, il y avait un groupe de travail qui avait été mis sur pied pour justement essayer de relancer dans les quartiers, mais mis sur pied par les syndicats, comment on est capable d'identifier ce qui s'en vient. Fait qu'on a jasé avec ce monde-là, on les a rencontrés dans un colloque. À un moment donné, ils sont venus dans un colloque. On a jasé avec eux autres et on a mis sur pied. Et l'autre expérimentation qu'on a faite, c'était le programme d'urgence emploi. Le programme d'urgence emploi, c'était de dire on va arrêter d'avoir
la fatalité. Il y a une usine qui ferme, les boss l'ont dit, on va essayer de sauver les meubles. On va demander au Fonds de solidarité s'ils sont capables d'investir. On est-tu capable de demander au Fonds d'investir parce qu'on va avoir fait un diagnostic assez important, puis de savoir ce qui se passe dans nos shops, puis d'y demander d'intervenir avant que le boss dise qu'il veut mettre la clé dans la porte. C'était complémentaire à l'outil qu'on avait, qui était le Fonds de solidarité. Et donc, à Montréal, on était voir le Fonds de solidarité. On était voir l'Emploi Québec. Puis on a dit, on a besoin d'argent parce qu'on ne peut pas financer ça. C'est gros. On voulait 2 personnes. On voulait avoir du monde qui faisait de la formation et de dire c'est quoi. Et toute la formation était basée sur c'est quoi les signes avant-coureurs. Et une des affaires qu'on pose la question, puis je vais vous poser la question, vous posez la question, ça fait combien de temps que le boss n'a pas fait de formation? Ça fait combien de temps que le boss n'a pas investi dans la machinerie? On est en train de se faire dépasser la plus belle espèce par une shop non syndiquée qui lui arrive. Où il est en train de, il va arriver avec une machinerie neuve, il va couper les prix, il va changer des prix qu'il y avait il y a 20 ans. Parce que c'est ça qui arrive actuellement. Il y a des endroits, moi j'ai un de mes fils, c'est pas dans une entreprise syndiquée, mais qui est en concurrence avec d'autres. Ils se sont fait prendre un contrat à un prix qu'eux autres chargeaient il y a 15 ans. Il dit là, la productivité, je veux bien. Eux autres, ils pensent que ceux qui ont fait ça, ils vont se casser la gueule, parce que ça se peut quasiment pas, même avec la machinerie. Mais en même temps, il faut comme voir venir les affaires. En attendant, on va parler de Ben, ils n'ont pas trop perdu. Alors, non, mais en même temps, c'est comme, il faut s'allumer. Il faut que les syndicats, et ce qu'on disait, c'est qu'il faut être allumé, il faut être capable de... Donc, l'action syndicale, ça a toujours été, puis où j'ai été tout ce temps-là, c'était de dire, on est-tu capable de se donner les moyens de faire d'autres choses, de différents, mais qu'on soit meilleur, qu'on soit plus représentatif, qu'on soit peut-être plus proactif dans nos propres shops. Qu'on n'est pas juste là pour dire de faire ce que le boss nous dit, mais peut-être d'être capable d'influencer ce que lui veut faire. Et je pense que c'est important que le mouvement syndical soit dans cette perspective-là. Ce n'est pas une perspective de remplacer les boss, mais d'être s'assurer, par exemple, ce que Godbout disait, hein? Pas de job, pas d'entreprise, pas de travailleurs, pas de syndiqués, ça reste vrai. La perche a toujours dit ça. Pas d'entreprise, pas de travailleurs, on oublie ça. Pas de salaire. On va tous en aller sur le chômage. Donc, je pense qu'il faut se mettre dans des perspectives comme ça, et c'est là-dessus que moi, au Conseil, ou le monde avec moi au Conseil, parce que c'est pas moi qui étais toujours l'initiateur, c'était des membres de nos syndicats, c'était des gens qui venaient nous voir et disaient, écoutez, nous autres, on a tel problème, puis qui discutaient en Assemblée générale. C'était ça, dans le fond, notre source d'innovation, notre source, c'était ce que les gens du Conseil venaient nous dire. Et ça nous a toujours porté. C'est porteur, dans le fond. C'est comme dans ta section locale, si tes membres viennent aux assemblées, puis qu'ils émettent des idées, s'ils émettent des choses, puis que tu es capable, après ça, de les traduire en programme de formation, de les traduire en toutes sortes, n'importe comment, puis qu'eux autres sont satisfaits de tes services, bien, c'est sûr qu'ils vont rester chez vous, puis ils vont vous apprécier comme syndicat. Laberge disait toujours, c'est d'être utile, c'est bien, mais de devenir essentiel, c'est mieux. Et je pense qu'il faut travailler tout le temps, le mouvement syndical a à travailler là-dessus. On travaillait en concertation pour développer l'île de Montréal. Et j'ai commencé comme conseiller et à la fin, j'étais responsable du développement social, qui était en lien avec tout ce que j'avais fait avant. Donc, le mouvement syndical m'a permis, parce que c'est pas avec mon cégep que j'aurais pu aller travailler là, comme technicien, mais le mouvement syndical m'a permis d'être capable de dépasser ça, puis de me ramasser avec des universitaires, puis avec toutes sortes de monde qui travaillaient en développement social. Puis là, j'ai côtoyé la santé publique, la Ville de Montréal, l'ensemble des programmes. Et donc, si j'étais capable de faire ça pendant 8 ans, c'est parce que le mouvement syndical m'a permis de m'améliorer moi.
et améliorer, donc de pouvoir mettre mon expérience au profit d'autres. Merci.